Salut à tous, avant toute chose, je vous souhaite une très belle année 2019, pleine de séries, pleine de fanatiques et surtout pleine de Game of Thrones. Je suis certain que vous êtes déjà au courant, que vous êtes déjà précipité sur ce mini teaser offert par HBO, mais ça y est, on a une date officielle pour la sortie de cette saison 8, ce sera le 14 avril aux États-Unis et donc le 15 avril en France sur OCS. D'ailleurs, je me suis amusé à faire un petit calcul, ce qui fait que vous pouvez cocher cette date dans votre calendrier comme le jour sacré de la fin de la série Game of Thrones, ce sera en France le 20 mai prochain. Alors autant il y a quelques mois j'avais poussé une gueulante contre cette espèce de faux teaser où on n'avait rien à se mettre sous la dent, là on a des images concrètes et il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs petite chose amusante au passage, Benioff et Weiss ont déclaré dans une interview il y a quelques jours de ça, à la manière de David Lynch, ils détestaient les trailers et que si ça ne tenait qu'à eux, ils auraient mis carrément aucun trailer pour la saison 8 de Game of Thrones, histoire de faire monter encore plus la pression. Première chose à dire sur ce teaser, les rares images qu'on peut voir dans cette crypte de Winterfell ne seront pas présentes dans la série. Ça a été tourné spécialement et on ne verra ça dans aucun épisode de la saison 8. On a donc les derniers survivants de la famille Stark qui se baladent dans le caveau, dans la crypte familiale qui se situe à Winterfell. Ils passent donc devant la statue, un à un, la statue de tous leurs ancêtres qui sont morts auparavant. On a d'abord Jon qui passe devant la statue de Lyanna Stark. On a appris ça il y a quelques épisodes. Lyanna Stark est donc la mère de Jon. Il ne prête absolument pas attention à elle, mais on peut entendre une voix qui nous rappelle quelque chose. C'est Lyanna qui s'adressait à Ned Stark dans la Tour de la Joie en disant « tu dois le protéger », donc quelque chose qui concerne Jon au premier chef. Pour encore amplifier le symbole, il y a donc cette fameuse plume qui tombe au sol à ce moment-là et qui fait se retourner Jon. Cette plume, elle est pleine de symboles. C'est la plume qu'avait déposée Robert Baratheon, qui était donc le mari de Lyanna Stark, dans le premier épisode de la série de Game of Thrones. C'était en quelque sorte un témoignage de son amour éternel. Il le fait en présence de Ned Stark qui est bien sûr au courant que tout ça n'était pas réciproque. Le parallèle est donc évident, dans cette saison 8 il y aura un gros sujet, et on le sait tous, c'est bien sûr les origines de Jon Snow qui vont éclater au grand jour. On peut voir aussi Sansa dans ce court teaser avec toujours autant d'élégance et de prestance passer devant la statue de sa mère, de sa propre mère, Catelyn Stark. Et là on entend comme un souvenir, une bribe de discussion encore, entre Catelyn Stark et Talisa, vous savez c'était la femme de Robb Stark, avant que le fameux Red Wedding passe par là. Et c'est comme une confidence de Catelyn Stark qui dit qu'elle a peur que le malheur s'abatte sur sa famille parce qu'elle n'a jamais réussi à aimer Jon Snow parce que c'était un bâtard. Take him away. Make him die. Et puis on a Arya Stark. Alors Arya Stark, c'est aussi tout un symbole. Elle passe devant toutes les statues de ses ancêtres sans même y prêter attention, comme un symbole fort que Arya Stark a décidé de tracer sa voie et de s'affranchir un peu des traditions familiales. Puis on retourne pour un dernier plan sur Jon Snow, en train de marcher toujours, qui passe cette fois devant la statue de Ned Stark. Ned Stark, on a cru pendant très longtemps que c'était son père. Et on entend encore une bribe de discussion, de souvenirs. Et c'est Ned Stark qui dit à Jon Snow, tu ne portes peut-être pas mon nom, mais tu es de mon sang. Donc c'est comme un symbole fort, encore une fois, que même si il n'a pas tout à fait les origines qu'on croyait, il reste un Stark néanmoins. Tout ça pour aboutir à un plan final fort, c'est les trois enfants Stark face à face, avec leur propre statue, leur propre tombe, comme si eux-mêmes étaient morts. On les voit regarder avec beaucoup d'effroi et s'amuser à décrypter un peu les visages de leur propre tombeau, et on peut s'amuser à décrypter aussi le fait que Arya a sur son tombeau un visage un peu plus âgé, Jon a un visage beaucoup plus âgé, et Sansa est plutôt comme elle est maintenant. Est-ce que c'est un indice qui serait glissé par rapport à la survie de tel ou tel personnage? Ça paraît quand même un peu gros. On peut ajouter un dernier truc, c'est que depuis le début, j'arrête pas de répéter, les enfants Stark sont réunis, etc. Mais il manque quelqu'un, c'est Bran Stark. Alors Bran Stark n'est pas là, tout simplement à mon avis, parce que sa position de corneille à trois yeux va bien au-delà. Il est dans le passé, il est dans le futur, ce qui lui confère une forme d'immortalité, et surtout il est au-delà des rivalités familiales, Stark, Lannister, etc. Ne reste plus qu'un plan final, cette fameuse torche qui s'éteint, et ce vent glacial qui s'engouffre comme un signe annonciateur que le roi de la nuit va débarquer à Winterfell. Voilà pour ce qui est de la petite analyse qu'on pouvait faire des brèves images qu'on a vues de ce mini teaser qui était quand même pour le coup assez alléchant et qui nous fait voir plein de signes. Si vous avez vu d'autres choses, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Pour ce qui est des infos un peu plus classiques, on sait que c'est vraiment la chasse à la déclat. Tous les magazines du monde sont en train d'essayer d'interviewer un à un tous les acteurs de Game of Thrones pour essayer de dénicher telle ou telle info. Kit Harington s'est lâché récemment sur les conditions de travail et de tournage de cette saison 8. Et il a lâché des phrases fortes puisqu'il nous raconte qu'en fait le tournage de la saison 8 pour lui c'était comme si tout était fait pour briser les acteurs. Il les empêchait de dormir, il les usait au maximum
comme s'ils voulaient vraiment obtenir les dernières forces de tous leurs acteurs et ainsi les pousser à bout. Ce qui a provoqué au final quelque chose d'assez paradoxal chez tous les acteurs, mais particulièrement chez lui. On en a déjà parlé dans un autre point Game of Thrones, c'est qu'il était à la fois triste d'en finir, mais il était tellement au bout du rouleau qu'il en avait ras-le-bol et que pour l'instant, pour lui, la page Game of Thrones est tournée. Autre info qui nous vient de James Hibberd, c'est le journaliste d'Entertainment Weekly qui a eu la chance de parcourir pendant quelques semaines le tournage de cette saison 8 et qui a pas mal d'infos. Il nous a raconté que cette saison 8 n'allait pas être, comme tout le monde le pense, qu'une histoire de baston, d'immenses batailles. Effectivement, il y en aura beaucoup, mais il y aura énormément de scènes intimes sur des relations entre personnages. On a trop souvent tendance à réduire Game of Thrones à des affrontements sanglants, du gore, du trash, du glauque, du sexe aussi. Mais il y a aussi autre chose, il y a des relations entre personnes, entre personnages, de l'intime, et il y a énormément de choses qui vont devoir être réglées dans cette saison 8. Je pense à des relations comme Jaime, Cersei, des relations comme Tyrion, Jon, Daenerys, c'est des trucs qui sont intimes, et il n'y aura pas que des grandes batailles à cheval, il y aura aussi des scènes très intimes à l'intérieur. C'est d'ailleurs ce qui est très fort dans Game of Thrones, c'est que ce sont les scènes intimes, de discussion, dans les travées des châteaux, etc., qui rendent les scènes de bataille encore plus fortes, quand il y a la perte d'un être cher, etc. Ou alors des rivalités, des affrontements, des gens qui se détestent. C'est ça la force de Game of Thrones. Et puis on termine par une dernière déclat qui m'a particulièrement plu, qui m'a même impressionné. C'est une déclat de Benioff et Weiss. On sait que ce sont des créateurs hors pair, des showrunners très impressionnants qui ont réussi à assumer une œuvre comme celle de George Martin et même à faire dériver, à prendre un autre chemin sans que ça perde toute sa logique. Ils ont déclaré lors d'un Comic-Con au Brésil, suite à une question posée par Maisie Williams, donc l'actrice qui interprète Arya à l'écran, qui se demandait depuis combien de temps vous avez la fin de Game of Thrones en tête, etc. Comment vous avez établi votre structure et votre schéma, qui va s'asseoir enfin sur le trône de fer. Et ils ont eu une réponse très cash, sans langue de bois. Ils ont dit peu après avoir fini la 3e saison. C'est-à-dire que dès que le Red Wedding a eu lieu, dès qu'une partie de la famille Stark a été décimée et que les choses commençaient à se mettre en place, ils savaient comment ça allait finir et qui allait enfin s'asseoir sur le trône de fer. Dans la garde rapprochée de notre bonne vieille Daenerys Targaryen, il n'y a qu'une seule femme. Une femme qui est particulièrement proche d'elle et qui s'appelle Missandei. Alors Missandei, vous la connaissez bien, elle est un personnage récurrent et principal depuis la saison 3. On la découvre esclave d'Astapor, servant d'interprète au maître, et qui est libérée par Daenerys et qui devient donc sa proche confidente. A noter que c'est pas seulement sa confidente, elle a aussi un intérêt stratégique et elle sert beaucoup Daenerys puisque c'est son interprète. En fait, c'est bien pratique puisqu'elle parle 19 langues. On est un peu sur un C3PO mais made in Game of Thrones. C'est dès qu'elle parle à quelqu'un d'étranger, Daenerys a besoin de Missandei. C'est justement cette faculté à parler autant de langues, à connaître autant de choses alors qu'elle est très jeune et qu'au final elle n'a pas fait le tour du monde, qui a incité beaucoup de gens à partir sur une théorie qui paraît un peu loufoque mais qui, si on y réfléchit bien, peut se justifier. Il y a donc beaucoup de personnes sur Reddit qui sont parties un peu en vrille sur Missandei et qui se sont posé une question simple: et si Missandei était en fait un sans-visage? Dans les livres, Missandei a seulement 10 ans, mais elle a exactement les mêmes facultés. Elle parle 19 langues, elle connaît énormément de choses sur tous les mondes de cet univers Game of Thrones, sur Westeros, sur Essos, elle sait énormément de choses. Là, dans la série, elle est plus âgée, ils l'ont fait plus âgée, elle a 20, 25 ans, elle est interprétée par Nathalie Emmanuel. Toutes ses capacités interrogent de la même manière. Comment tu peux savoir autant de choses, autant de langues, en étant resté tant d'années au service d'un maître et donc sans jamais avoir voyagé? L'idée serait qu'en réalité, Missandei est beaucoup plus âgée qu'elle en a l'air. Un peu sur le modèle, et c'est là où le parallèle a été fait par les utilisateurs de Reddit, de cette fille mystérieuse qui entraîne Arya quand elle est avec les sans-visages, qui a, je pense, 16, 17, 18 ans, et qui prétend en avoir 36. Et puis on peut rajouter un nouvel élément à tout ça, c'est que les sans-visages sont foncièrement anti-esclavagistes. Donc ça pourrait être un signal très fort d'avoir placé aux côtés de Daenerys qui est quand même la briseuse de chaînes, celle qui libère les esclaves, d'avoir passé à côté d'elle un sans-visage pour l'aider dans sa quête. Et surtout, ça permettrait quelque chose qui, moi, me plaît bien, me conviendrait beaucoup, c'est de se dire que l'ordre des sans-visages a un rôle beaucoup plus important qu'il n'y paraît. Leur poids dans cette série ne sera pas seulement d'avoir entraîné Arya. Ils auront aussi un pouvoir, une influence dans le jeu des trônes. Et on aimerait tous, je sais que c'est un fantasme de beaucoup de gens, voir le retour de Jaqen H'ghar, pourquoi pas dans cette saison 8. Une autre théorie qui revient avec pas mal d'insistance ces derniers temps, ce serait l'idée d'une possible trahison de Missandei. Alors beaucoup de gens s'insurgent, mais il y a quelque chose qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est la relation grandissante entre Missandei et Vergris, vous savez, ce chef des Immaculés. Ils sont de plus en plus amoureux, de plus en plus passionnés, à tel point que ça leur fait peur. On se souvient tous de cette discussion hyper intense entre Missandei et Vergris qui se disent eux-mêmes ça nous fait peur, là on est quand même hyper à fond, il faut pas que ça devienne un problème pour la suite.
et beaucoup de gens voient en ça une menace. Comme si, en fait, si la vie de l'un des deux était menacée, l'un des deux pourrait commettre un acte irréparable pour sauver leur alter ego. Ce qui me permet d'enchaîner avec le deuxième membre de la garde rapprochée de Daenerys Targaryen, qui n'est d'autre que Vergris, dont on vient de parler, commandant en chef de l'armée des Immaculés, cette armée imposante d'esclaves, des eunuques, qui étaient au service avant des maîtres d'Astapor et qui ont été libérés par Daenerys en même temps que Missandei. Mis à part cette théorie donc qu'on vient d'évoquer avec Missandei, cette possible trahison pour sauver cet amour fou qu'ils ont tous les deux, les cotes sont assez pessimistes pour Vergris et sa survie dans la saison 8. C'est quelqu'un qui s'est toujours démarqué par sa fidélité et sa bravoure, une énorme bravoure au combat et puis son sens du sacrifice. Et beaucoup de gens voient en lui le sacrifice parfait, le sacrifié parfait dans cette saison 8, qui mourrait dans un acte héroïque, dans une bataille, soit pour sauver Daenerys, soit pour sauver Missandei, soit tout simplement pour commettre un acte hyper important dans cet affrontement contre le roi de la nuit. Conclusion, on ne donne pas très cher de sa peau dans cette saison 8, mais on sait, et on est certain, j'en suis certain, que Vergris partira dans des conditions hyper héroïques et hyper admirables. Et puis il nous reste un membre, et pas des moindres, de la garde rapprochée de Daenerys Targaryen, qui n'est d'autre que Jorah Mormont. Alors ça, c'est un personnage que j'adore. On se rappelle que c'est un seigneur du Nord qui vit exilé à Essos, étant donné les nombreux crimes et parjures qu'il a commis. C'était au départ un espion de Varys auprès de Daenerys, et puis il est tombé amoureux lui aussi d'elle. À partir de là, il a décidé de la suivre et de la servir jusqu'à la mort. Et puis ce bon vieux Jorah qui fait son retour auprès de Daenerys et des autres et qui aide immédiatement Jon à aller capturer un des White Walkers. Donc le mec n'a pas chômé et ça risque de continuer de la même façon dans la saison 8. Balayons tout de suite, parce que c'est un de plus à rajouter à la liste et c'est peut-être une théorie complètement what the fuck, l'idée que Jorah Mormont est Azor Ahai. Vous savez, Azor Ahai, ce héros mythique de cette mythologie, cette religion de Chlor, qui, avec son épée enflammée, sera chargé de mettre fin à l'invasion du roi de la nuit. Tout part d'un constat simple, c'est que beaucoup qui considèrent Jon Snow comme Azor Ahai considèrent du coup l'épée de Jon Snow comme la Lightbringer, cette épée qui va s'enflammer et qui va mettre fin à l'invasion du roi de la nuit. Sauf que cette épée, on l'a très bien vu dans la saison 7, suite à une discussion qui était quand même amusante, n'appartient pas à Jon Snow. Elle appartient au départ à Jeor Mormont, l'ancien Lord Commander, qui n'est autre que le père de Jorah Mormont. Donc par droit et par héritage, cette épée appartient à Jorah Mormont. Beaucoup y voient en tout cas un signe que cette épée, elle appartient à Jorah Mormont, et que même s'il l'a refusée dans la saison 7, il sera capable de la prendre à un moment clé et donc d'en faire la Lightbringer. Surtout que beaucoup pensent aussi à une fin douce amère pour Game of Thrones, c'est-à-dire une victoire mais qui aura coûté énormément de vie et de sacrifices. Et si Jorah Mormont est vraiment Azor Ahai, si cette épée est Lightbringer, pour qu'elle devienne aussi puissante, il faut un sacrifice, il faut qu'il tue la personne qui lui est le plus chère. Et quelle scène plus déchirante que ça, que la scène de Jorah Mormont qui est obligé de tuer en sacrifice Daenerys Targaryen pour avoir enfin ce pouvoir. Une dernière chose qui nous fait dire ça, et moi je commence à être convaincu par cette idée, c'est qu'on sait que les créateurs de Game of Thrones adorent jouer avec nos nerfs et nous réserver des petites surprises. Et l'idée serait quand même incroyable que le Azor Ahai, ce mec, ce héros qui débloque tout, ne soit pas forcément un personnage emblématique comme Jon Snow ou Jaime Lannister par exemple, mais un personnage un peu lambda qu'on suit depuis longtemps, qui galère, mais qui n'avait pas un rôle prépondérant dans la série. Ça pourrait être un twist intéressant en tout cas. Une autre théorie qu'on a pu voir sur Reddit concernant Jorah Mormont, elle est peut-être plus plausible ou en tout cas plus belle, c'est l'idée d'un sacrifice. Jorah a toujours été un chevalier courageux, un incroyable combattant, et prêt à se sacrifier à la fois pour une cause commune, mais aussi avant tout pour Daenerys Targaryen. Et l'idée de cet utilisateur de Reddit, c'est qu'il soit le premier rempart contre le roi de la nuit. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, selon l'utilisateur de Reddit, que Jon Snow reproposerait son épée, cette épée qui lui revient de droit, à Jorah Mormont, et qu'il la prendrait, qu'il l'accepterait enfin pour devenir ce qui serait le dernier Lord Commander. Jorah Mormont conduirait une partie des troupes à Castle Black, qu'il mènerait un combat qui est un peu perdu d'avance, mais qui permettrait de sauver des vies, de sauver Beric peut-être, de sauver Tormund, d'essayer de rescaper des gens jusqu'à Winterfell, et que c'est là qu'il trouverait la mort. Et puis on termine sur une théorie beaucoup plus what the fuck, ou en tout cas beaucoup plus alambiquée, qui me paraît complexe. C'est l'idée que Jorah Mormont a été atteint, on le sait, par la maladie de la grise écaille, que Sam a soigné, mais qu'il ne disparaît jamais complètement. C'est le principe même de cette maladie. L'idée de certains utilisateurs de Reddit, ce serait que
grâce, mine de rien, grâce à cette maladie, Jorah Mormont ne pourrait pas être affecté par le pouvoir du roi de la nuit qui est en fait de réveiller les morts. Il serait donc insensible à ce pouvoir. Alors vous me direz quel intérêt s'il est mort? Effectivement, ça n'a pas vraiment d'intérêt, même s'il peut pas se relever, il est mort, il est dead, ça sert à rien. Mais suite à un combat avec toute une troupe armée, etc., Jorah Mormont trouve la mort, ou en tout cas ce qui semble être la mort, et qu'à un moment, le roi de la nuit fasse son move classique pour essayer de relever tout le monde, et que dans un dernier soubresaut, Jorah Mormont plante son épée dans le roi de la nuit et arrive à en venir à bout. C'est complètement alambiqué, c'est à mon avis pas exactement ce qui va se passer dans la saison 8, mais c'est une théorie qui a le mérite d'exister. Voilà, c'est tout pour ce premier point Game of Thrones de l'année 2019 qui nous emmène gentiment vers la sortie de cette saison 8 qu'on attend depuis tellement longtemps, le 14 avril, je vous le répète, et 15 avril en France. On se retrouve très bientôt pour un nouveau point Game of Thrones, pour plein d'autres vidéos, plein de surprises en 2019. Je vous rappelle qu'on a un petit Tipeee, vous avez le lien en description, c'est pour nous aider à augmenter la qualité de nos vidéos. Lâchez-nous des cœurs, de l'amour, des commentaires, abonnez-vous, on se retrouve très bientôt. Ciao!